bienvenue à toi dans notre tout premier podcast si tu écoutes ça en voiture ou en balade, ou bienvenue dans cette vidéo YouTube. On n'éduque pas un chien, on l'éduque dog. Soin indulgence est notre tout premier, n'hésite pas à nous dire si tu kiffes et si ça te plaît. Aujourd'hui je suis avec Mylène, salut Mimi. Salut Vincent. Comment ça va bien? Ça va super bien. Excellent. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mylène, Mylène va se présenter dans un instant. Mais avant de démarrer, Mylène, pas de chien sous la table? Non, il paraît qu'il faut pas. Alors QQ, qu'est-ce qu'on fait là? Et Drogon est avec nous derrière. Donc thématique du jour, on va parler rappel. D'accord? Ce que c'est que le rappel, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les méthodes à utiliser ou pas utiliser. Mais avant de démarrer, Mylène, est-ce que tu peux te présenter à la communauté des éduc-doggers? Avec plaisir. Donc, je suis Mylène, donc je suis éducatrice comportementaliste canin. Je me suis formée en 2018. Avant ça, j'avais un passé professionnel bien différent, puisque j'étais modéliste en corsetterie. Donc, dans rien à voir. Rien à voir. Voilà, donc c'était de la création et de l'industrie. Et comment je suis arrivée à l'éducation canine? Eh bien, grâce à Bebop, mon fox terrier. Bebop, le roi de la maison, qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Et t'avais quoi comme souci avec Bebop? Alors, il écoutait rien. Le rappel, 0. Et puis, de l'agressivité envers les congénères. Et il commençait à se montrer aussi un petit peu virulent face à nous. Donc, on a cherché des solutions parce que ça pouvait plus durer. On n'osait plus le sortir. On avait peur quand les gens nous approchaient en balade. Quel âge il avait à ce moment-là? Oh, ça a commencé très tôt. Dès la première année, on a commencé à avoir des problématiques et on a attendu au moins sa deuxième année pour passer à l'action. Et donc, à l'époque, j'étais en Alsace. Je suis allée voir un comportementaliste qui m'a parlé d'éthologie. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée parce que j'ai redécouvert mon chien, en fait, à travers l'éthologie. J'ai compris qui il était et j'ai compris comment on pouvait cohabiter ensemble. Et forcément, ça a changé ma vision du monde du chien, ça a changé ma vision sur le chien en général. Et quand à un moment de ma vie, il a fallu que je change de métier pour des raisons diverses et variées, c'est tout naturellement que je me suis orientée vers l'éducation et le comportement canin. Excellent, beau parcours. En général, c'est pour beaucoup, c'est nos chiens qui nous amènent à faire ça, donc c'est excellent. Petite parenthèse, et après on n'en parle plus, est-ce que tu peux leur expliquer aujourd'hui ton rôle chez EducDog également, comme ça tout le monde le sait? Donc je me suis formée à la méthode EducDog en 2018. Très rapidement, dès 2019, j'ai travaillé au centre canin comme éducatrice, comportementaliste, et aujourd'hui je suis responsable du service coaching. Donc on accompagne les maîtres au quotidien, et on accompagne aussi les élèves en formation. Les pros, tout à fait, dans leur parcours de formation, et on les aide au quotidien à mettre en pratique la méthode, à éduquer leurs chiens, et on les aide aussi à se former pour devenir des futurs éducateurs comportementalistes. Yes, donc en gros aussi, ce que ne vous dira pas Mylène, c'est que Mylène est mon bras droit en comportement et en éducation. Elle est la formatrice sur tous les stages, elle est la formatrice des éducateurs, et aussi et surtout là où Mylène met les mains et y va sur les chiens pour prendre les chiens les plus dangereux. Beaucoup d'éducateurs n'osent pas s'approcher, donc elle a des sacrées compétences en chien et en comportement. Et c'est elle qui accompagne tous nos élèves toutes les semaines lors des lives de coaching qu'on fait soit avec les maîtres, soit avec nos ED pros, nos élèves éducateurs. Donc un gros big up à Mylène, envoyez-lui de l'amour dans les commentaires. Donc c'est parti, on va parler rappel. C'est quoi pour toi le rappel, Mylène? Alors, le rappel, pour moi, c'est l'ordre de base par définition. C'est ce que tout maître devrait avoir avec son chien. La raison première, c'est tout simplement que ça permet d'avoir un chien qui est sous contrôle, un chien qu'on puisse garder en sécurité lors des balades, et aussi assurer la sécurité des autres passants et des chiens des passants. Voilà, donc c'est l'ordre qu'il faut avoir, et c'est ce que je travaille en premier avec un chien. Excellent. Alors au niveau du rappel, moi ce que j'aime beaucoup dire, c'est que c'est deux choses, c'est l'ordre de la liberté, mais c'est l'ordre de l'exercice aussi. C'est-à-dire que tu le sais, les chiens ont besoin de se dépenser physiquement et mentalement, et un chien tenu en laisse, ce qui est simplement une corde d'un mètre, d'un mètre 50, c'est pas suffisant. Et le rappel va permettre de détacher le chien, que ce soit en semi-liberté avec une longe ou totalement sans laisse, et ça va permettre que le chien puisse se dépenser suffisamment. Et on va pas se le cacher aussi, c'est un méga kiff pour nous les maîtres, et de pouvoir balader nos chiens directement sans laisse ou en longe. On va démarrer, on commence par une personne
eh bien, qui a peur de détacher son chien. Donc, Mhm. elle ne l'a jamais détaché. Elle commence l'éducation canine. J'espère que tu sais une chose, c'est qu'on n'éduque pas un chien. Les Duc Dog. C'est important, puisque justement, on va vous montrer une vision un peu différente. Et donc, voilà, sur une personne qui a peur de détacher son chien, peut-être qu'elle n'a jamais osé ou qu'elle veut le faire, que ce soit un chiot ou un chien adulte, tu dirais quoi en fait? Soit des erreurs à éviter, soit directement des conseils ou des méthodes. Alors, avant de commencer les erreurs à éviter, la première chose à faire, c'est achète une longe. Ça, pour moi, c'est l'outil indispensable pour pouvoir permettre à son chien d'avoir une semi-liberté. C'est quoi une longe? Alors, une longe, c'est comme une grande laisse, mais qui fait plusieurs mètres. Donc, selon les races, on part sur du 15 mètres pour des races moyennes à grandes races, 10 mètres pour les petites races. Mais voilà, c'est une grande laisse qu'on laisse traîner, sur laquelle on va pouvoir mettre le pied pour stopper le chien. Ça permet d'avoir un contrôle sur le chien, mais ça permet aussi surtout de donner à son chien une liberté sous surveillance. Excellent. Et surtout contrôlée. Yes, donc petit tips pour que vous puissiez avoir une règle en tête. Si ton chien fait moins de 10 kg, prends une longe de 10 mètres. Si ton chien fait plus de 10 kg, prends une longe de 15 mètres. Si tu as un chiot qui va faire plus de 10 kg, tu peux prendre une longe de 15 mètres et tu l'aideras en la portant, puisque si le poids est trop lourd, ça va gêner ton chien ou ton chiot à ce moment-là. Donc tu peux tenir le bout de la laisse au début et puis quand il grandira, il n'y en aura plus besoin. Ok, comment ça s'utilise une longe? Alors, une longe, ça s'utilise au sol. Est-ce On la qu'il laisse faut une traîner. poignée, tiens? Non, pas du tout, pas besoin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une laisse. Il y a C'est plein de une gens longe. qui disent qu'il faut une poignée. Non, pas besoin. Non, bien sûr qu'au début, on va peut-être avoir un peu de mal à lâcher totalement la longe. Il faut voir aussi comment le chien va se comporter. Mais c'est important de la laisser traîner au sol, puisque c'est aussi un cap pour le maître de plus avoir quoi que ce soit dans les mains qui le relie à son chien. Donc la longe, on la laisse traîner au sol. Et si on doit contrôler le chien, on met le pied dessus. On peut y faire des nœuds dessus pour éviter qu'elle le glisse sous la chaussure, mais laissez-la au sol, cette longe. Yes, donc un point extrêmement important, on n'est pas là pour vous obliger quoi que ce soit et on n'est pas là pour te forcer à croire quoi que ce soit. Nous, Mylène, ça fait depuis 2018 qu'elle est éducatrice canin. Je suis éducateur depuis 2009, donc Mylène a éduqué des centaines de chiens, j'ai éduqué des milliers de chiens et nous, on va te donner ce qui a marché pour nous. Maintenant, avec tout ce que tu sais, que tu as lu, vu, appris sur Internet, continue de faire ce qui marche et c'est génial. Et deuxièmement, nous on va te dire, parce que parfois on est en désaccord avec les autres méthodes, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur ou ça ne veut pas dire que les autres sont moins bons, mais nous notre but c'est que tu aies des résultats rapidement. D'accord? Donc le meilleur moyen de savoir, c'est de tester par ta propre expérience. Donc si on te dit quelque chose qui est un petit peu différent de ce que tu sais, teste-le sur ton chien. D'accord? Et ensuite reviens nous voir, dis-le nous dans les commentaires, ah ça a marché, ça n'a pas marché. Nous on est là pour rendre la communauté des propriétaires de chiens meilleure et on veut le plus de chiens heureux et le plus de maîtres responsables. Et on n'est pas là pour critiquer n'importe quel maître, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de pression sur les réseaux sociaux, où on est sans arrêt, les gens sont sans arrêt en train de pointer du doigt et d'insulter les maîtres. C'est de votre faute, vous sortez pas assez votre chien, vous l'éduquez pas assez. Stop. Ouais. Il faut s'arrêter, en fait. Les gens sont pleins de bonne volonté, et si vous les insultez dès qu'ils font un truc, premièrement, ils vont penser que vous êtes un con, et deuxièmement, vous les faites se sentir mal. Et le but, c'est simplement de leur dire, les gars, ne croyez pas au syndrome du chien parfait. Ça, j'en ai marre de voir ça sur Internet où il faut que le chien soit parfait, il faut que le chien soit parfait. Attention, tu peux avoir le chien que tu veux, mais il ne faut pas rentrer dans un mood où on est là pour insulter les gens. À l'inverse, il faut les soutenir, il faut les aider. Donc déjà, peu importe ce que tu as fait avec ton chien, Mylène, on vous applaudit. Un beau big up à vous. Ok, donc Mylène, excuse-moi pour cette petite parenthèse. Tu me parlais de poignée, on est bon, mais comment ça s'utilise? Alors, quelles sont les premières étapes que là, la personne, admettons, elle est en balade avec son chien, elle nous écoute en podcast ou elle est en voiture, par exemple, en conduisant ou peut-être en regardant cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires où est-ce que tu es pendant que tu regardes ou tu écoutes ça. Voilà, quelles sont les premières étapes ou les 3 premières étapes, si on peut être hyper synthétique et concret pour eux? Alors, la première étape, bien entendu, c'est de pouvoir apprendre au chien à avoir une distance maximale d'éloignement par rapport au maître. Alors, au début, la longe, on va l'avoir enroulée et puis, au fur et à mesure que le chien s'éloigne, on va dérouler. Ensuite, on avance, le chien s'est arrêté, on renroule un petit peu. Donc, au départ, on l'a bien entendu dans la main pour voir comment le chien se comporte par rapport à l'éloignement du maître. Si on a un chien qui est pas qui cherche pas à aller excessivement loin, mais très vite, on va pouvoir mettre la longe au sol et mettre le pied dessus quand on va vouloir le stopper pour régler cette distance d'éloignement au-delà de laquelle on voudra pas que notre chien s'éloigne.
Excellent. Petite parenthèse, sache que on t'offre un guide 100% gratuit. Si tu kiffes ce qu'on fait, si tu vois énormément de valeur dans nos vidéos, dans contenu gratuit, on t'offre un guide 100% gratuit. C'est une séance en vidéo où tu vas me retrouver avec un maître qui avait des problèmes de rappel pour déjà t'aider à mettre en place les bases. Donc, tu n'as qu'à cliquer sous cette vidéo, tu rentres ton adresse email et on t'envoie ce guide gratuit. Pourquoi ? Parce qu'on aime les maîtres et on aime les toutous. Ok, étape 1. Donc, tu préconises d'avoir d'abord la laisse. On commence à mettre du mou, plus ou moins de mou. Alors, petite précision sur ça. Il faut savoir que chaque chien va réagir totalement différent. On a des dingues qui veulent tout de suite aller courir. Donc, dès que tu vas te donner du mou, il va tout de suite se mettre à tirer. Il sera en bout de laisse. Donc, attention, la laisse, la longe, si elle est mal utilisée et tenue en main, va apprendre au chien à tirer encore plus. Donc attention, au début c'est normal, si ton chien n'a jamais été détaché, je me rappellerai d'une élève qui est venue nous voir, c'était une participante à l'un de nos stages, Vincentica, qui était venue avec ses 2 huskies. Et malheureusement, Vincentica avait jamais détaché ses 2 huskies. Attention, ne tombez pas dans le panneau. Non, un husky, ça peut pas revenir au rappel, c'est des bêtises. C'est pas un problème de race, c'est un problème d'éducation. On voit plein de chiens. On a même une formatrice chez nous, elle a un husky qui est au pied, elle a jamais de laisse. Et à chaque fois que je la vois, je rigole, je dis « Oh, attention, ton chien va partir !» Donc, pour revenir à cette personne, cette cliente qui est venue en stage au centre canin à Montpellier, elle avait 2 huskies, elle vivait à Paris, en plus, elle avait des petits problèmes de santé, elle avait du mal à marcher. Et ne jugez pas la personne, d'accord ? On n'est pas là pour juger les gens, on est là pour les comprendre et les aider, ok ? Extrêmement important. Soyons dans s'écouter, soyons intelligents. Et elle n'a jamais pu détacher ses chiens parce qu'elle avait peur en fait. Et elle, à la base, et c'est normal, sa première demande c'est mes chiens tirent en laisse. Et c'est totalement justifié puisque si elle peut pas les détacher, ses chiens tirent comme un gueudin. Donc c'est justifié du maître, du point de vue du maître, de je veux plus qu'ils tirent en laisse. Nous on lui a dit, Vincentica, le problème, c'est pas que tes chiens tirent en laisse. Le problème c'est que tes chiens se dépensent jamais, donc ils vont tirer. Donc, on lui a appris à utiliser les longes. Alors, c'était épique, puisque à peine on utilise les longes, on lâche les longes. Que font les 2 huskies ? Ils se barrent. Ils se barrent. Mais quand je te dis qu'ils se barrent en courant, ils partent. On est dans un immense parc. Ils partent au fond. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Tu étais là ce jour-là ? Oui, j'étais là. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es parti en courant comme un fou derrière les huskies. Petite précision, j'ai jamais couru, je pense, aussi vite de ma vie. Même moi, je n'ai pas compris. Et j'ai réussi à les rattraper au bout en mettant le pied sur la longe. Donc, sachez que si votre chien s'échappe et part, courez-lui après. Attention, il faut toujours adapter les conseils en fonction du contexte. On entend beaucoup en éducation canine, il faut faire des demi-tours quand le chien ne revient pas. Oui, mais si ton chien s'en va, s'il fuit, s'il avance vers une cible, le demi-tour là n'est pas adapté, d'accord ? Il faut toujours regarder le conseil avec le contexte. Je te donne un exemple. Est-ce que tu vas avoir le même comportement si on te dit tiens, il faut freiner quand on ralentit et que tu es en ville devant un feu rouge, il faut ralentir et freiner si tu es sur l'autoroute. On est d'accord que c'est le même conseil de freiner et de ralentir, mais le contexte est totalement différent. Un, tu es en ville devant un feu rouge, l'autre, tu es sur l'autoroute. Donc avec ton chien, c'est la même chose. S'il n'y a personne et que tu fais un demi-tour, il va revenir vers nous. C'est facile. Oui. Mais par contre, s'il voit un truc au loin, il court après un chien, un chat ou il se bat, à ce moment-là, sécurité, tu oublies tout ce qu'on a pu t'apprendre ou ce que tu as appris sur l'éducation de ton chien, cours-lui après et grâce à la longe, tu vas attraper la longe en fait. Ce qui, moi, m'a permis de mettre les pieds dessus et de l'attraper à ce moment-là. Donc, sache que ça peut se passer au début, les premières fois que tu vas utiliser la longe. Petite précision, je t'invite donc à aller en nature, d'accord ? Forcément, qui dit longe, pour nous c'est logique, mais si tu nous écoutes, tu nous regardes, tu vas devoir aller en voiture. Donc, même si tu habites en ville, trouve-toi un petit bout de nature. Voilà, moi j'habite en ville avec Sophie et la meute, Drogon et Rescue. J'ai un morceau de nature, on peut même pas appeler ça un parc. C'est, je sais pas, d'avoir 50 mètres carrés d'herbe. C'est là où, parce que c'est à côté de chez moi et je veux que mes chiens puissent évacuer et se dépenser, que je vais là. Donc, prends ta voiture ou marche un petit peu pour aller à cet endroit-là. Mais fais toujours attention à la sécurité, évidemment. Donc, voilà sur premier tips au niveau de la longe. Si le chien se met à tirer comme un dingue ou s'en va, tu lui cours après. S'il tire comme un dingue, amuse-toi à commencer à faire des demi-tours en tenant ta longe. Comme ça, il va commencer à revenir vers toi. Étape numéro 2, tu préconises quoi ? Étape numéro 2, alors, ce qui est important et ce qu'on oublie souvent, c'est juste l'apprentissage de l'ordre. Parce que quand on a un chien qui ne revient pas au rappel et qu'on a déjà tenté de le lâcher et qu'on l'a appelé 50 fois au pied. Viens ici. Voilà. Et en fait, le chien, il a compris que viens ici ou au pied, ça veut dire
ciao, je suis à distance. Donc c'est important de réapprendre l'ordre à son chien et qu'il associe l'ordre à l'action. Ok, donc ça veut dire concrètement, tu fais quoi? Alors concrètement, je le laisse s'éloigner. Là, je vais utiliser la longe et au moment où je vais le ramener vers moi, je vais poser l'ordre de rappel. Ok, mais donc ça veut dire que tu laisses pas un mot vide. Donc en gros, un mot vide, c'est un mot sans action. C'est-à-dire que typiquement, tu vas dire au pied, au pied, au pied. Et n'oublie pas, c'est extrêmement important. Je le répète, Mylène, on n'éduque pas un chien, on l'éduque dog. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a une approche différente de l'éducation canine. C'est pour ça que ce podcast ou cette vidéo s'appelle l'éducation canine by Educ Dog. D'accord? Donc on a une façon de voir différente. On a mélangé plein de choses ensemble pour prendre ce qui va aller le plus vite et enlever ce qui est un peu, qui met du temps ou ce qui marche pas sur le plus de chiens possible. Attention, chaque chien est différent, chaque méthode est différente, mais nous, on veut apporter des conseils qui ont le plus rapidement d'impact. Pourquoi? Parce que notre interlocuteur, en tant qu'éducateur, c'est pas ton chien. C'est toi l'humain. Et on sait que l'humain, on est tous pareils, on veut des résultats quand? Dans 6 mois, dans 1 an? Tout de suite. Non, on les veut hier. D'accord? On les veut là. On est conditionné dans notre société. On achète un truc sur Amazon 2 jours après. On envoie un texto à l'autre bout de la planète à un pote qui est en Australie. On veut la réponse immédiatement. On appelle... c'est cette société d'immédiatement, de gratification immédiate. Donc, on veut la même chose. Et nous, si on sait que notre métier, c'est pas d'éduquer les chiens, c'est de former les maîtres, forcément, on a conçu une méthode et des conseils pour que ça marche le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que si ça marche pas rapidement, tu vas être découragé. Les maîtres vont être démotivés, ils vont pas l'appliquer et malheureusement, ça peut engendrer, et tu le sais, des euthanasies ou pire des abandons parce que le chien devient ingérable et ainsi de suite. À l'inverse, on veut des conseils qui fonctionnent rapidement. Attention, on n'est pas en train non plus de vous vendre du rêve. S'ils sont appliqués. C'est important. C'est pas « Ah, tiens, j'ai appris ça et je fais rien et mon chien n'est pas transformé. » Donc, pour en revenir sur la communication et ce que disait Mylène, note-le, les chiens ne comprennent pas et n'apprennent pas par les mots. Les chiens comprennent et apprennent par les actions. Et je te donne cet exemple, tu sais que j'aime beaucoup le parler en séance. À la naissance, un chiot ne sait pas ce que c'est qu'un grognement. Il ne sait pas ce que ça signifie. Donc, admettons, tu as 2 chiots qui sont en train de jouer et un des 2 fait mal à l'autre. La maman, elle veut interrompre ça. Donc, que va faire la maman? Elle va grogner. Donc, la maman, elle grogne. Le chiot, c'est juste un bruit, il continue. Elle va grogner une 2e fois. Le chiot s'arrête toujours pas. La 3e fois que va faire la maman va arriver, regrogner, et s'il s'arrête pas, bam, elle va venir le pincer en fait. Elle va venir le mordre. Qu'est-ce qui va se passer 2 heures après? Quand le chiot va rejouer et faire mal à l'autre, à ce moment-là, la maman va regrogner, et que va faire le chiot? Il s'arrête. Il s'arrête, oui. Pourquoi? Parce qu'il a associé un son à une action. Eh bien, nous, c'est la même chose. Si tu passes ton temps à dire au pied, 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 et qu'il n'y a pas d'action, le au pied, ou l'ordre, assis, ou ce que tu veux, ou non, ne signifie rien. Par contre, si tu dis au pied une fois ou 2 et tout de suite tu vas agir, récupérer la longe, mettre un nom, utiliser une saccade, partir dans l'autre sens, peu importe, ça va augmenter l'efficacité de ta communication avec ton chien. Mylène, quoi d'autre? Alors, une fois que le chien a fait l'action régulièrement, où on l'aide un petit peu avec la longe à revenir, donc on pose l'ordre, et puis ensuite, on va lui apprendre de lui-même à être beaucoup plus attentif à son maître. Donc, on va commencer à attendre que le chien se retourne pour nous chercher. Tu disais tout à l'heure, tu parlais du chiot. Le chiot, quand il naît à la naissance, la maman, elle le promène pas en laisse. Elle a pas de laisse. Donc, c'est à lui d'être attentif à sa mère et de rester focus sur elle pour rester proche et rester aussi en sécurité, puisque la maman assure la sécurité de son chiot. C'est le même contexte qu'on doit retrouver entre un chien et son maître, en fait. Le chien doit être attentif à son maître pour que son maître ait aussi le moyen de le tenir en sécurité. Donc, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de travailler le focus pour avoir un chien qui va rester dans un périmètre de sécurité. Ok, donc tu es en train de nous parler ce qu'on appelle du suivi naturel, que le chien commence à nous suivre, parce que comme l'a dit Mylène, la maman ou les chiens entre eux passent pas leur vie à se rappeler en fait. Ils sont en meute et ils se disent viens, on va à gauche là-bas, ils sont pas en train de s'aboyer ou de taper des pattes. Allez viens, on va à gauche. Et ils partent à gauche et les autres vont suivre. Donc comment est-ce que une personne peut soit apprendre le suivi naturel, ce qui en parenthèse je précise qui est
que ton chien va donc te suivre dans tes directions, ou comment le renforcer si quelqu'un l'a pas totalement? Tout simplement, déjà en étant le plus imprévisible possible, en évitant de parler, puisqu'encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, le chien il comprend pas la parole, il comprend les actions. Donc le but, ça va être d'être le plus imprévisible possible et de pas marcher toujours de manière linéaire, mais au contraire, de changer de direction, de changer d'allure et parfois de faire des demi-tours pour que ton chien soit beaucoup plus attentif à tes actions. Excellent. Alors justement, pour moi, il y a plusieurs types de demi-tours et il y a plusieurs niveaux en fonction du suivi naturel auquel tu es. Au début, si tu es débutant, eh bien, tu vas travailler les demi-tours que j'ai appelés le demi-tour du psychopathe. Alors, on va te prendre un peu fou dans la rue, ou enfin, du moins dans les parcs et en nature, mais tu t'en fiches, tu le fais ça pour ton chien et pour son futur bien-être et aussi ta future vie. Puisque n'oubliez pas que l'éducation canine, c'est surtout l'éducation de vie avec ton chien. C'est pour pouvoir en profiter, l'amener partout et kiffer librement. Et donc, premier type de demi-tour, c'est les demi-tours de psychopathe. Donc, il faut savoir que pour les demi-tours du psychopathe, ton chien va être attiré via un objet ou un individu ou un autre chien parce qu'il est en mouvement. Donc, nous, on va faire la même chose. Il faudra que tu sois en mouvement à ce moment-là. Deuxièmement, il va falloir faire un maximum de bruit pour l'attirer. Attention, ça c'est au début. Donc au niveau des demi-tours de psychopathe, premièrement, tu vas partir à l'opposé. Mettons ton chien est devant toi, ne fais surtout pas ça à ce moment, ou s'il y a une route en face, ou s'il y a un autre chien, à ce moment-là, ça ne marchera pas ou très peu. Fais-le quand il n'y a personne. Et au début, c'est normal, je vais t'inviter. Comme quand on apprend à faire du vélo, on a les petits trous. Les petits trous au début du rappel, on va dans des endroits où il n'y a pas de stimuli. Ok ? Donc, ton chien est devant toi, tu vas partir en courant dans l'autre sens, en courant, et deuxièmement, en tapant dans les mains et en appelant « Allez, Drogon, allez, viens, allez, au pied !» Et tu pars dans l'autre sens. Si vraiment tu flippes, et c'est normal les premières fois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tenir le bout de la longe et partir dans l'autre sens en courant. Comme ça, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, ton chien va être obligé d'être ramené à toi. Comme ça, au niveau sécurité, tu peux le faire. Dès que ton chien arrive à toi, tu peux te mettre accroupi, et là, tu peux directement le récompenser. Lui faire une méga fête, tu sors un jouet, tu lui fais un câlin, tu utilises des friandises si tu veux. Et voilà sur le premier type de demi-tour. Mylène, je te laisse enchaîner sur les autres types de demi-tours. Okay. Alors, au niveau des demi-tours, ce qu'on peut aussi travailler, c'est ce principe de méthode naturelle. On peut aussi appâter son chien. Alors, si on a la chance d'avoir un chien qui est très gourmand, on peut très bien avoir une friandise, quelque chose qu'il apprécie particulièrement, et lui faire sentir et partir aussi en courant pour que on s'ajoute. En fait, on a une valeur ajoutée. Donc, au départ, il va nous suivre parce qu'il a senti quelque chose d'attirant. Et le but, à terme, c'est de ne plus l'avoir, lui donner qu'une fois arrivé pour le récompenser. Mais on a ce moyen de pouvoir amener le chien à nous suivre en l'attirant avec quelque chose d'attractif. C'est-à-dire, tu lui montres ce que tu as dans la main ? Je vais lui montrer ce que j'ai dans la main, je lui fais sentir, je la pâte un peu, c'est comme la carotte. Et ensuite, je vais m'éloigner, je vais partir en sens inverse et j'attends que mon chien me suive parce qu'il a trouvé intéressant ce que j'avais dans la main. Donc là, je me rajoute une valeur ajoutée. Ok, excellent. Alors attention, on en arrive à une nouvelle thématique et je suis trop content que tu parles de ça. On va en venir, mais juste avant, attention à pas tomber dans cette erreur qui est trop commune au niveau de l'utilisation des friandises. On appelle tout le temps le chien avec de la bouffe dans la main. Et la problématique, c'est que premièrement, note-le, et c'est extrêmement important, mais personne n'en parle, quels que soient les éducateurs. Les friandises ont des effets secondaires négatifs, sombres, dangereux. Attention, il y en a deux. C'est les friandises défocusent le chien. Ouais. Puisque oui, c'est cool pour apprendre plein de choses, mais au bout d'un moment, elles vont totalement défocus ton chien parce que ton chien s'en fout de toi. Et mettez-le nous dans les commentaires, ceux qui utilisent les friandises. Bien sûr, tu le sais, on reçoit ça, mais sans arrêt. « Oh, mais je comprends pas, mon chien m'obéit quand il y a des friandises et dès qu'il n'y en a plus, il obéit pas. » Donc ça le défocus parce qu'il n'obéit pas pour toi. Imagine, c'est comme si nous, on devait s'arrêter à un stop parce qu'il y avait un flic à chaque stop qui nous donnait un bonbon. Le jour où il n'y a pas de flic ou il n'y a pas de bonbon, on ne ferait pas en fait. D'accord ? Donc il faut arrêter dans ce monde de uniquement à la friandise et appâter et corrompre le chien. C'est bien pour apprendre un comportement, mais à terme, nous, notre but avec EducDog, c'est que tu sortes de chez toi et que tu n'aies pas besoin d'avoir un sac de croquettes de 15 kilos sur le dos pour pouvoir appâter ton chien. Donc vraiment, ne lui montre pas les friandises que tu as dans la main et à le rappeler à chaque fois. Là, ce que te dit Mylène, c'est que tu peux le montrer et partir en courant. Mais c'est pas « Oh, allez Roxy, regarde !» Non, c'est tu montres et tu te barres en courant. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on va en parler des friandises. Ouais. Des friandises. On doit sans arrêt récompenser un chien
Qu'est-ce que tu en penses? C'est parti. Ben, j'en pense que moi, la première, j'aime pas me balader les poches pleines de croquettes, de friandises qui sentent pas toujours très bon, parfois qui sont grasses. Donc, voilà, je considère qu'un chien doit m'obéir parce que je lui demande et non pas parce que je vais lui donner à manger. Il aura sa gamelle, il aura ce qu'il faut. Tu n'as pas tout le temps, vu que tu es maman de 2 fabuleux enfants, tu n'as pas une glace ou de bonbons dès que tu leur demandes quoi que ce soit. Non, j'ai pas élevé mes enfants aux bonbons et j'ai pas élevé mes chiens aux friandises non plus. Ils sont traumatisés, non, dès que tu leur demandes complètement, une chose, oui, bien sûr. Donc, petit aparté, encore une fois, je vous le répète, mais nous, notre but en tant qu'éducateur, et pourquoi est-ce qu'on a dû développer tellement de méthodes différentes avec la méthode EducDog, c'est d'ailleurs le nom de ce livre où on t'explique tout dedans, eh bien, c'est que, premièrement, tous les chiens sont différents. Donc, si il y a une méthode qui dit il faut faire que ça, attention, nous, je le répète, on n'est pas là pour te dire il n'y a que ça qui marche, on va te donner plein de conseils. Pourquoi? Parce que numéro 1, tous les chiens sont différents. Donc, qu'est-ce que tu fais si le chien n'est pas gourmand? Il faut d'autres méthodes, d'accord? Moi, j'ai été formé au tout début avec la méthode classique. Il n'y avait que ça en 2009, quand j'ai démarré. Donc, collier électrique, collier étrangleur, collier torquatus. Attention, j'ai bifurqué après. Mais grâce à ça, ça m'a appris que un chien peut obéir sans qu'on ait besoin d'utiliser des friandises et tout le temps utiliser les friandises. Attention, ne soyez pas contre une méthode, soyez contre le fait de mal l'utiliser ou si elle ne marche pas sur votre chien, d'accord? Nous, on préconise tout. On va être moins dans d'autres situations, dans d'autres méthodes, mais il faut faire la part des choses entre est-ce que ton chien, ça fonctionne sur lui, donc premier point, et deuxièmement, on a plein de clients, nous, qui nous disent « je veux pas utiliser des friandises ». Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On s'adapte aussi à eux et on s'adapte aux chiens. Donc, les friandises sont géniales pour plein de choses, encore une fois. Fais-toi ta propre expérience personnelle, d'accord? On est là pour qu'on partage, pour qu'on échange et qu'on te nourrisse aussi la passion des toutous, la passion des chiens et de l'éducation canine. J'espère que ça te plaît, qu'on discute de tout ça. Et sur l'utilisation des friandises, c'est bien, mais comme pour tout, malheureusement, il y a aussi des aspects négatifs, comme absolument tout dans la vie. Donc, au niveau des friandises, oui, on peut avoir un chien qui revient au rappel sans avoir à utiliser des friandises. Ça, c'est totalement important et je t'invite même à alterner tes récompenses en fait, puisqu'il y a 2 types de récompenses et tu le sais Mylène. Il y a des récompenses externes, donc à nous, qui ne sont pas à nous et donc on doit avoir si on dépend de ça, qui sont les friandises et les jouets. Et il y a des récompenses internes qu'on a tout le temps avec nous. Les premières, c'est nos mains pour caresser. Deuxième, c'est des encouragements par la voix. C'est bien mon du tout, bravo, c'est super. Et troisièmement, c'est la liberté. Donc la liberté, c'est ok, tu t'es bien comporté, allez go, je te laisse libre et tu fais ta vie. Maintenant, il faut varier ces récompenses-là pour pas dépendre que d'une en fait. Ensuite, chaque chien va avoir une motivation, donc une récompense qu'il va préférer. Typiquement, moi j'ai 2 chiens, si tu ne me connais pas, j'ai Drogon, mon berger allemand, et j'ai Rescue, mon croisé Cursinus, staff boxer, et Drogon, les friandises, il s'en fout, c'est pas important pour lui. Par contre, il adore les jouets et il surkiffe une chose, les caresses et son maître. Il est in love, donc beaucoup de caresses, ça marche très bien avec Drogon. Et Rescue, c'est du jeu. Donc le jeu, ça peut être un jouet, mais le jeu, ça peut être aussi nous, d'accord? Donc typiquement en balade, je pars me cacher, je pars en courant, je le pousse, il me pousse et on s'amuse. Voilà au niveau des différentes récompenses. Encore une fois, peu importe ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, si ça marche, continue de le faire. On n'est pas là contre toi, nous on est tes alliés, d'accord? Un petit peu, je veux que tu vois ça comme on est dans Avengers, d'accord? On est tous des Avengers tous ensemble et notre but, c'est de se battre contre une chose, c'est malheureusement trop d'euthanasie et d'abandon sur les chiens. Et malheureusement que les maîtres sont mal éduqués. C'est pas de leur faute, c'est qu'à l'école, personne n'a eu matière d'éducation canine. Et nous, notre but, c'est de démocratiser l'éducation canine sans insulter les gens, sans insulter tout le monde, et en disant que, peu importe ton chien, où tu en es, ses soucis, son âge, sa race, c'est totalement possible si tu t'impliques. Ok. On a parlé friandises, on a parlé un peu suivi naturel, on a parlé un petit peu de la longe. Est-ce qu'on peut parler, Mylène, des jouets pour l'apprentissage du rappel? Alors les jouets, on a tendance à vouloir acheter le dernier joujou super qu'on a vu dans le magasin. Faut savoir que c'est le chien en fait qui choisit son jouet. C'est-à-dire que peut-être que le dernier jouet super coloré qui couine, c'est celui qui vous plaît. Sauf que votre chien, c'est peut-être juste un bâton, c'est peut-être juste une pauvre balle de tennis pourrie qu'il a trouvée par terre, qui va kiffer. Donc il faut aussi s'adapter à ce qui va être le plus motivant pour votre chien. Et accepter le jouet de son choix. Je peux te raconter une anecdote par rapport à ça. Avec plaisir. J'étais en animalerie. Je crois que j'étais genre à Carrefour ou je sais plus où. Bref, je faisais des courses et si c'était à Carrefour, je rentre dans le coin où tu sais, il y a une petite animalerie pour les chiens.
Et je sais pas pourquoi, je tombe en adoration, c'est français, je sais pas, en idolation, devant un jouet. Je vois ce jouet, c'est un énorme os rouge en silicone, mais il est géant. Et dans ma tête, je suis là, waouh, les géants vont le kiffer. Drogon et Rescue vont adorer. On peut s'y coûter une blinde, mais je me dis, c'est bon, je m'en fous. Et puis quand on aime nos toutous, on fait souvent ça. Et j'achète ce jouet, mais moi, dans ma tête, c'était, ils vont kiffer. Mais dans ma tête, c'était the méga jouet. J'arrive à la maison, comme on fait tous, t'es trop content, t'appelles ton chien, je vais dans le jardin, je dis, les gars, regardez, je commence à l'exciter, je le zette. Bof. Ils le regardent. Ils s'en sont jamais occupés, ils en avaient mais rien à faire. Donc voilà pour cette petite anecdote du jouet qui n'a servi à rien. Donc en effet, comme l'a dit Mylène, c'est ton chien qui décide. Ensuite, bien sûr qu'au début, tu es obligé d'acheter plusieurs types de jouets pour savoir ce qu'il kiffe. Ok, donc on reprend, je te laisse reprendre sur le rappel avec les jouets. Voilà, donc il y a le jouet, le choix du jouet, et il y a aussi différents types de jouets. Donc il y a les jouets qu'on va pouvoir lancer, comme les balles, comme les bâtons, si c'est plus, si votre chien il est plus nature. Et après, il va y avoir des jouets d'interaction, un jouet avec lequel vous allez pouvoir créer du lien avec le chien. Donc autant la balle, ça va éloigner le chien de vous, autant un tug, ça va permettre de créer de la complicité, de la proximité. Donc là, on est plus dans de la lutte avec son chien. Et voilà, donc c'est deux façons de jouer un petit peu différentes. Et encore une fois, les chiens, tous les chiens n'ont pas les mêmes préférences. Il y a des chiens qui vont préférer lutter et se mesurer enfin jouer avec le maître, et d'autres qui vont préférer courir, répondre à leur instinct de prédation. Yes, alors petite précision, un tug, si tu sais pas ce que c'est, premièrement ça s'écrit T-U-G et c'est un jouet éducatif. Nous on le vend sur la boutique, c'est le Tug Educdog. Pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Parce que trop souvent, on sait pas jouer avec les chiens en fait. Les maîtres, on prend la balle, on la jette et on est là, mon chien est pas joueur, ou il a un coffre à jouer énorme et il s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser le jeu pour renforcer plein de choses. La complicité, tu l'as dit, le focus, une meilleure obéissance, un chien plus calme. Et auprès, c'est pas que de l'éducation, c'est du kiff. Tu t'amuses avec ton chien, on le sait tous, on a tous et ça t'arrive, c'est normal, t'as une vie, t'es humain, t'as une journée compliquée, t'es au boulot, ça s'est pas bien passé, ou t'as un souci, t'as tes parents qui sont malades ou quoi que ce soit, t'es stressé. Va juste kiffer avec ton chien et joue dans le jardin 5 minutes, tu vas voir, ça va être le meilleur des moments. Et donc un tug, c'est simplement une fourrure avec une espèce de laisse au bout. Tiens mon cher Loïc, est-ce que tu peux nous choper le tug qui est dans cette petite boîte, qu'on puisse montrer à celles et ceux qui, la boîte en bois, à celles et ceux qui nous regardent, puisque forcément, si tu nous écoutes, tu ne peux pas voir, mais tu pourras taper le mot tug sur Internet. Le voici, le voilà, le fameux tug. Educdog, il est là. Donc pour ceux qui nous regardent, je ne sais pas par où vous nous voyez, mais voilà, il y a une fourrure au bout, c'est de la fausse fourrure, on ne va pas tuer des lapins, nous, pour faire ça. Il y a directement une laisse, ici c'est élastique, et une poignée au bout renforcée. Et donc ton chien va tirer et ça va s'amuser à ce que toi tu le poses au sol, tu pars en courant, il l'attrape, tu le lâches, tu le laisses gagner, tu le récupères. Et tout ça, ça renforce plein de choses. Donc comme l'a dit Mylène, à toi de voir, est-ce que ton chien aime plutôt les jeux de lutte ou aime plutôt les jeux de course? Maintenant, petite alternative, il y a aussi ce qu'on appelle le marteau de Thor. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est, Mylène? Et du coup, c'est un juste milieu entre le tug et la balle. C'est une balle sur laquelle est accrochée une petite cordelette. Voilà. Et on peut aussi bien l'utiliser en lancer qu'en jeu de lutte. Yes, donc ça, c'est très pratique, surtout pour le retour quand ton chien revient vers toi. La problématique que j'aime dire, moi, pour la balle, contrairement au jeu de lutte, le jeu de lutte, ça met le focus sur toi. D'accord? Quand tu sors le jouet, le chien va se retourner, il sera face à toi. Alors que quand tu utilises une balle, tu mets le focus sur l'extérieur, ce qu'il y a autour. Et attention, il y a plein de bêtises qu'on voit aujourd'hui dans des articles de blog. Il faut pas utiliser la balle, c'est dangereux, c'est pas bien pour le chien. Enfin, je me rappelle même une stagiaire, c'était une ED Pro en plus, c'était même pas une cliente qui avait c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle avait comme chien? C'était un croisé, je crois que c'était un croisé border, et son chien était infernal avec les stimuli. Dès qu'elle avait en laisse, son chien sautait sur tous les chiens, il faisait qu'aboyer. Moi, j'étais là, mais tu joues avec ton chien? Ah non, faut surtout pas jouer. J'ai lu sur un article que la balle, ça rend dangereux, c'est pas bien pour le chien. Et je suis là, t'as un chien qui est joueur, t'as un chien qui a plein d'énergie, et comme j'aime dire, il y a deux choix en fait. Soit tu luttes contre l'énergie d'un chien, soit tu l'utilises. Tout à fait. Et du coup, on lui a montré la balle, et au début, elle était hyper sceptique, elle était stressée, mais vous êtes sûr, je peux, c'est pas dangereux. Encore une fois, c'est pas une méthode qui est dangereuse. C'est comment est-ce qu'on l'utilise. En effet, c'est comme tout. Si quelqu'un te dit je comprends pas, ma voiture marche pas, chaque fois que je la prends, je rentre dans un arbre et je suis obligé de la réparer, et qu'on se rend compte que la personne, elle fait que boire et elle est ivre dès qu'elle conduit,
Problématique, c'est pas la voiture, hein. Mhm. D'accord? C'est comment est-ce qu'on l'utilise. Un couteau, ça peut être fait pour te nourrir et faire une tartine, ou ça peut être fait pour tuer quelqu'un. Une balle, oui, je conçois et je suis totalement d'accord avec tous ceux qui disent ça, que la balle excite le chien. Et bien sûr que je suis d'accord avec vous. Et petit aparté, si tu es éducateur canin, et peu importe la méthode que tu utilises, eh bien nous, on veut rendre les éducateurs plus intelligents ensemble. Ayons une intelligence au lieu d'être l'un contre l'autre en disant nous on est meilleurs, toi t'es pas bien. Et je veux arrêter de faire ça. Et je l'ai été comme ça dans le passé et je ne veux plus. Parce que bon Dieu de M-E-R-D-E si tu ne sais pas ce que j'allais dire, on œuvre tous pour la même cause. C'est les toutous, en fait. Les chiens, d'accord? Les chiens et les maîtres. Donc arrêtons d'être l'un contre les autres et créons l'ordre des éducateurs, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme toute profession, les médecins, ils ont un ordre des médecins. Les vétos, ils ont l'ordre des vétos. Les comptables, ils ont l'ordre des comptables. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tous ensemble et que chaque année, ils se réunissent. Et chaque année, peu importe leur méthode, mais ils font un séminaire annuel, par exemple, et ils montent sur scène et chaque médecin va dire voilà la nouvelle découverte, voilà ce qu'on a mis en place. Et peu importe que tu sois d'accord ou non, au moins tu sais que ça existe. Et le jour où tu arrives sur un chien ou que ça marche plus, tiens, je vais peut-être pouvoir tester ça. Puisque notre but, c'est comme un médecin. Le médecin, il doit avoir les meilleurs intérêts du patient et pas malheureusement dans le monde des éducateurs, ils ont leur intérêt pour leur ego. Et sauf que si ton ego te fait dire qu'à un client non, il n'y a pas de solution, comme il y en a beaucoup trop d'éducateurs qui disent il n'y a pas de solution, votre chien, il faut l'euthanasier parce qu'il est trop agressif ou il restera agressif à vie. Non, en fait, on peut être tous ensemble intelligents et discuter intelligemment et exposer, tiens, moi, c'est comme ça que je vois ça, voilà pourquoi je suis contre les friandises ou contre les sanctions ou contre tel outil, et qu'ensemble, on devienne plus intelligent. Si ça vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires si ça vous dirait qu'on crée l'ordre des éducateurs canins et qu'on puisse tous se réunir ensemble et que, bon Dieu, qu'on devienne plus intelligents tous ensemble. Ça vous dirait? T'en penses quoi d'ailleurs de cette idée, Mylène? Moi, j'adhère complètement parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion dans l'esprit des maîtres. Ils savent plus quelle est la bonne méthode. Il n'y a pas une bonne méthode, il y a des bonnes méthodes. Et encore une fois, tous les chiens sont différents de par leur race, de par leur tempérament, de par leur âge. Tous les maîtres sont différents, l'approche, la sensibilité. Et on doit pouvoir trouver une méthode qui fonctionne avec son chien et qui correspond au maître. Et si on arrivait justement à entendre raison, faire entendre raison à tous les éducateurs et se dire oui, ta méthode elle est bonne, mais elle ne conviendra pas pour tel type de maître. Exactement. Et il faut pouvoir l'entendre et se dire soit je reste dans ma méthode parce que je la maîtrise et j'ai des résultats, mais j'accepte qu'elle ne fonctionne pas pour certains types de chiens. Et une personne qui ira voir un autre éducateur, je trouve dommage de dire non, faut pas aller voir un tel, c'est un con, il fait de la merde, etc. Non, il va faire des choses qui pourront marcher avec ce chien. Et encore une fois, dans l'intérêt des maîtres, dans l'intérêt des chiens, pour éviter les abandons ou les euthanasies, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir réfléchir sérieusement à ce projet et d'avoir des éducateurs qui enfin admettent que on n'a pas non plus la main mise sur tout et sur tout le monde, mais que il en faut pour tout le monde. Yeah, c'est exactement ce que font les médecins en fait. Les médecins, ils n'ont pas des réponses à tout, il y a des spécialistes. Ok, le médecin tombe sur une maladie il le sait qu'il ne sait pas gérer, il va dire tiens, va voir mon collègue qui est spécialiste, j'en sais rien, des maladies sur les poumons par exemple. Et il faut qu'on travaille en intelligence et de te dire ok, je suis allé au max, voilà mon confrère, on va s'aider, ainsi de suite. Mais si ça vous plaît, nous, on veut faire évoluer en fait l'éducation canine, on veut faire évoluer toutes ces choses-là pour les chiens en fait. Et que, vous le savez, les refuges sont pleins à craquer, les maîtres sont désespérés. Tiens, encore plus aujourd'hui sur les groupes Facebook gratuits où les gens se font insulter et ils sont pleins de bonne volonté. Au début, ils disent bonjour, moi j'ai un chiot, il mordit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis non? Est-ce que je lui mets une tape sur le museau? Puisque c'est des comportements humains normaux. Et là, les gens se font insulter dans tous les sens. Du coup, les gens paniquent et ils savent plus quoi faire et ils arrivent à terme à être dans la paralysie de l'action en fait. Ils font plus rien. C'est ça. Et malheureusement, le chien grandit avec des mauvais comportements et c'est pas bon en fait. Donc devenons plus intelligents ensemble. Ça marche? Donc Mylène, je vais en profiter pour me moucher un petit peu. Je t'en prie. Merci. Est-ce que tu peux continuer sur la notion de balle? Ceux qui disent que pourquoi la balle
excite le chien, et on peut en parler, et je bien t'inviterai à le présenter, et qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que la balle génère trop d'excitation en fait. Alors, tout d'abord, l'utilisation de la balle. Si on a un chien qui est joueur, c'est super intéressant puisque qu'est-ce qui fait qu'un chien va courir après une balle ? C'est son instinct de prédation. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir lui enlever. Chez certains chiens, c'est très présent, l'instinct de prédation. Chez d'autres, un petit peu moins. Et effectivement, quand on joue à la balle, le chien va suivre la balle en courant. Et le fait de répéter ce jeu, ça peut le faire monter en excitation. Et ensuite, qu'on ait un chien qui soit totalement focus sur la balle, qui ne jure que par ça. Parfois même, il y a des chiens qui en font des tocs, qui sont obnubilés par la balle. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir alterner les jeux, de faire un peu de jeu de balle, mais aussi de mélanger ça avec quelques petits exercices de rappel, des petits exercices de coucher, des positions, pour avoir un chien qui, entre deux lancers de balle, se canalise. Ensuite, on peut passer sur du jeu d'interaction aussi, pour ne pas que ce soit que du jeu de lancer et de prédation. Donc, il faut pouvoir matcher et apprendre à son chien à jouer avec tout type de jeu. Ça, c'est super important. Au niveau de tout ce qui va être... alors, on a dit le bal, mais même chose pour le frisbee. Moi, ce que j'aime bien faire avec mon chien, c'est lancer la balle et je me barre en courant, en fait. Dans l'autre sens ? Dans l'autre sens. Et en fait, c'est la balle ou mon maître ? La balle ou mon maître ? Donc, en fait, je fais réfléchir mon chien. Oui, mais Orca, elle fait les deux. Elle prend la balle et elle revient. Alors, elle court très, très vite sur la balle et elle revient très, très vite vers moi. Ouais, la balle, ça reste quand même super important. Mais j'ai aussi travaillé le fait de la stopper. Je lance la balle et je lui dis un stop. Voilà, pour lui apprendre aussi que, voilà, on court pas... Il n'y a pas que la balle dans la vie. Il y a aussi, avant tout, l'ordre du maître qui va être important. Voilà, donc ça c'est un peu avancé. Si ton chien fait pas encore ça, c'est pas grave, mais voilà. Mais un point extrêmement important, comme tu l'as souligné, et un truc qui peut énormément vous aider sur la balle, tout bête, mais faites de l'obéissance en fait. Oui. Quand tu prends la balle, demande juste un assis avant, puisqu'en effet, comme l'a dit Mylène, les chiens ont deux muscles. Ils ont un muscle calme et ils ont un muscle excité en fait. Des muscles qui, c'est une métaphore, mais plus tu vas faire certaines actions, plus tu vas renforcer le fait que ton chien s'excite, soit tout le temps foufou et s'arrête jamais. Et on est d'accord que pour beaucoup, un chien comme ça nous tape sur le système. Oui. Et qu'est-ce que tout le monde veut ? Un chien calme. C'est ça. Tout le monde veut un chien calme. Sauf que ce que les gens comprennent pas, c'est que pour avoir un chien calme, il faut avoir un chien obéissant et faire de l'obéissance. Attention, il y a des chiens qui sont naturellement calmes. Pourquoi ? Il y a 4 niveaux d'énergie. D'accord ? Il y a 4 niveaux d'énergie chez les chiens. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je te laisse peut-être en parler si tu veux. Oui, alors 4 niveaux d'énergie. Donc, niveau 1, c'est un chien qui va être assez plomb-plomb, assez calme, qui va savoir jouer quand on le sollicite, mais pas trop. Niveau 2... c'est le niveau bas. Bas, ça veut dire que le chien est tout le temps couché, en fait. C'est par rapport à son niveau d'énergie. Il est tout le temps couché, il est peinard, il bouge pas beaucoup. Et sachez que ces 4 niveaux d'énergie, ça arrive on les a tous, quels que soient les êtres vivants, d'accord ? Que ce soit chez les girafes, il y a ces 4 niveaux d'énergie. Chez les chats, chez nous les humains, chez n'importe quel être vivant, animaux plutôt, plantes, je ne sais pas, je suis pas allé regarder. Il y a ces 4 niveaux d'énergie et ça veut dire que ça dépend pas de la race. C'est-à-dire que même chez les malinois et les borders qui sont réputés tout le temps à fond et ainsi de suite, ça dépend du niveau d'énergie de l'individu. Tu peux avoir un malinois qui a un niveau d'énergie bas. Oui. Mais pourquoi il y en a très peu ? Parce que les éleveurs reproduisent des parents qui ont un niveau d'énergie 3 ou 4, c'est-à-dire élevé numéro 3 et très élevé numéro 4, donc les petits auront forcément ça. Mais si les éleveurs, pour les malinois, reproduiraient avec des parents plus calmes, forcément il y aurait moins de soucis. Vous voyez la différence ? C'est pas la race. C'est le niveau d'énergie des parents qui est retransmis ensuite chez les chiots. Et ensuite, l'éducation qui va aussi renforcer ou pas, puisque l'éducation permet de canaliser un chien. On ne changera pas son niveau d'énergie, mais ça nous permet de l'arrêter quand on veut. Donc, niveau 1, bas. Niveau 2, normal. Voilà. Niveau 3, donc énergique, un chien qui est joueur, élevé. Et voilà, mais qui sait aussi avoir des moments de calme, qui sait se poser. Et niveau 4, donc niveau très énergique, un chien qui joue énormément, un chien qui est toujours dans l'action et un chien aussi qui est toujours en demande. Yes, donc pour vous donner des comparatifs, visuellement vous allez le voir en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez des chiens, si tu es dans une démarche, Vincent, moi je vais bientôt adopter un chiot ou un chien ou je vais au refuge, premièrement félicitations si tu écoutes ça avant et c'est génial, nous on adore encore plus avec Mylène quand on voit des gens qui s'éduquent avant d'avoir le chiot ou d'avoir le chien, puisque n'oublie pas, on n'éduque pas un chien, on l'éduque-dog. Et tu dois éduque-doguer ton chien et tu dois aussi t'éduque-doguer toi. D'accord ? Et l'éducation d'un chien commence avant de l'avoir.
C'est comme la voiture, tu apprends pas à conduire quand tu l'as. C'est tu apprends à conduire avant, et quand tu as ton permis, en gros, tu achètes la voiture, ou tu peux l'avoir achetée avant, bien sûr, et après, tu te mets à conduire. Donc, si tu vas aller chercher à adopter un chiot ou un chien, visuellement, tu vas le voir en fait. Quand tu vas arriver au refuge ou avec les chiots, bien sûr, il faut qu'ils soient réveillés, bah, tu vas voir celui qui bouge tout le temps et qui est tout le temps comme ça. Bah, niveau d'énergie, ça va être soit numéro 3 élevé, soit numéro 4 très élevé. Si tu vois un chien plutôt posé, ainsi de suite. Donc, c'est ce que dit César Millan d'ailleurs, qui est l'un des plus grands comportementalistes et éducateurs au monde. Il est beaucoup décrié, mais il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ce qu'il fait sur tous les chiens en 2 minutes. Et il dit que la pire des erreurs que les gens font quand ils choisissent un chien, c'est qu'ils prennent un chien avec un niveau d'énergie supérieur à eux. Puisque comme on en a discuté avant avec Mylène, bah nous aussi, on a un propre niveau d'énergie. Bien sûr. Donc à toi de déterminer ton propre niveau d'énergie en tant qu'humain. Moi, pour te donner un exemple, j'ai un niveau d'énergie très élevé. D'accord ? Je suis numéro 4. Mylène, c'est quoi ton niveau d'énergie, tu penses ? Ouais, je suis plutôt maintenant tendance entre 3 et 2. Ok, Voilà. donc normal 2 Voilà, ou élevé 3. c'est ça. Ok, donc par rapport à ton niveau d'énergie, maintenant je t'invite toi, et quand tu écoutes ce podcast ou regarder cette vidéo, à te dire tiens, quel est mon niveau d'énergie ? Et après à te dire ok, bah, il faut que je choisisse donc un chien qui a soit le même niveau d'énergie que le tien ou inférieur. Nous, la problématique pour nous quand on est éducateur canin, bah, c'est quand on a une personne qui a un niveau d'énergie très bas en 1 et qui a un chien au niveau d'énergie 4 par exemple. Maintenant, imagine ce cas de figure où on a une personne qui a un niveau d'énergie bas et elle a un chien niveau d'énergie 4, mais c'est un bichon. On est d'accord que ça va pas être problématique, ça le sera, mais beaucoup moins. Maintenant, imagine qu'il y a un niveau d'énergie bas, qui a un chien puissant de plus de 20, 30, 40, 50 kilos, et en plus, cette personne a des problèmes de santé. Typiquement, j'étais en séance avec une dame, avec Caroline la semaine dernière, et Tyson, bah, elle a un niveau d'énergie bas. Par chance, son chien a un niveau d'énergie, c'était un Canet Corso d'1 an et demi, agressif congénère. Il avait un niveau d'énergie normal, mais bah, on a un chien puissant. Et oui. Et en plus, elle avait des problèmes de santé pour balader son chien. Donc là, tu vois que la compatibilité peut être complexe. Maintenant, rajoute à ça un chien qui a aucune hiérarchie, un chien qui a aucune dépense physique, un chien qui a aucune obéissance et en plus qui a de l'agressivité. Bah, c'est la formule du désastre. Et c'est ce qui va amener un chien et une personne à abandonner son chien ou à pire, à l'euthanasier. D'accord ? Donc il faut bien réaliser ça. Maintenant, je sais tout de suite ce que vous êtes en train de penser. Oh, mais moi, Vincent, merde, je ne savais pas ça. J'ai un chien qui a un niveau d'énergie supérieur au mien. Donc je te rassure, je te donne un exemple pour ceux qui me suivent. J'avais 3 chiens. Donc Daska, malheureusement, si tu la connais, elle nous a quittés en début d'année. Un gros big up à toi, ma pupuce, puisque je pense très souvent à toi. Elle est sur mon téléphone, elle est sur mon fond d'écran, tu vois, et je l'aurai toujours. Voilà. Elle est malheureusement partie de maladie à 12 ans, il y a quelques mois. Donc envoyez-lui de l'amour dans les commentaires. Et Daska, qui est là sur le livre aussi. Niveau d'énergie normal. Donc elle est naturellement calme, elle est joueuse, mais elle est calme, elle est posée. Et ça, tu vas le voir, ça va être un chien facile en éducation. D'accord ? Même si c'est un chien, par exemple, agressif congénère, son niveau d'énergie est normal, donc c'est facile. C'est pour ça que les méthodes ne s'adaptent pas sur tous les chiens, en fait. Il y a des chiens qui sont faciles et des chiens qui sont dociles. Faciles par rapport au niveau d'énergie et dociles par rapport à leur tempérament. On est d'accord que tu as 2 enfants en plus, donc pour tous nos amis parents qui nous écoutent, tu vas avoir un enfant qui est docile. Tu lui dis non une fois, c'est plié, il s'arrête. Mais tu as l'autre qui, putain, lui, il a un tempérament. Il est têtu, il est testeur. Ça, c'est sa personnalité, on est d'accord. Et tu vas pouvoir lui dire non, il va continuer. Donc maintenant, il faut prendre ça aussi en compte, le tempérament du chien. Et je continue pour te donner d'autres exemples. Drogon, niveau d'énergie 3, mon berger allemand qui est très excité. Et Rescue, ma dernière recrue qu'on a récupérée avec Sophie, Madame Edugdog, dans un refuge, niveau d'énergie très élevé. Rescue, pourquoi est-ce qu'il a été abandonné par 2 familles? Quand je l'ai récupéré, il avait 1 an, ça faisait 4 mois qu'il était déjà au refuge. Il a été abandonné 2 fois, pas pour des problèmes d'amour. Parce que c'est pas l'amour la solution ou le problème. C'est pour ça qu'on adopte un chien. Et si c'était l'amour la clé pour avoir un chien bien éduqué, attention, ça veut dire qu'il faut de l'amour, bien sûr, mais c'est pas que donner de l'amour qui fait que, c'est pour tous les parents sur la planète, si c'était juste j'aime mon enfant et tous les enfants sont calmes, obéissants, rangent leur chambre, ont des bonnes notes, la planète serait différente. Et d'ailleurs, si c'était l'amour la clé, il n'y aurait pas autant d'euthanasie et il n'y aurait pas autant d'abandon. D'accord ? Tout à fait. Donc c'est l'éducation la clé.
C'est important de le réaliser. Si on éduque, ça résout tous les problèmes. Donc Rescue, pourquoi il a été abandonné? Pas pour un problème d'amour, c'est pas parce que les gens ne l'aimaient pas, mais c'est parce qu'ils l'ont pas éduqué ou mal éduqué. Avec un niveau d'énergie très élevé, le chien est plus difficile. Donc à la fin, moi quand je suis allé au refuge, j'ai dit je veux le pire des chiens. Ils m'ont dit c'est bon, c'est Rescue, croisé, cursinus, staff, boxer, agressif, congénère, il détruit tout en absence, il tire comme un dingue, il saute sur tout le monde. Il avait tous les problèmes. Donc forcément, un chien avec, au niveau d'énergie, un tempérament testeur comme lui là, un chien qui n'a pas d'obéissance, aucune éducation, ça devient un chien très compliqué. J'espère que vous entendez ou vous voyez maintenant à quel point tout s'emboîte et à quel point ça peut rendre un chien, ok, c'est pour ça que lui, je lui dis non et ça suffit, j'ai juste à mettre une sanction, une saccade et c'est terminé, alors que d'autres, il faut être plus insistant. Vous voyez la différence? Voilà pour cette belle digression ou détour sur les 4 niveaux d'énergie, mais maintenant, demande-toi, quel est le niveau d'énergie de ton chien? Et pardon, je termine sur, tu t'es dit, merde, mon chien a un niveau d'énergie supérieur à moi, eh bien, c'est pas grave, sache-le, puisque l'éducation va te permettre de le pallier. Plus le niveau d'énergie d'un chien est élevé, plus il faudra augmenter ses dépenses physiques et mentales, et plus il faudra avoir une forte obéissance. Puisque, attention, l'exercice seul, c'est dangereux. C'est-à-dire que si tu fais que de l'exercice à un chien qui n'a pas d'obéissance, c'est-à-dire qu'il ne t'obéit pas, premièrement, tu auras du mal à le détacher parce qu'il va partir, il ne reviendra pas au rappel. Et deuxièmement, il peut être dangereux sur les autres. Donc, il faut un mix de plus de dépenses. Et on l'a vu, pas en laisse, en longe ou sans laisse pour qu'il se dépense. Et l'obéissance, c'est simplement de lui apprendre le rappel, le assis, le coucher, le pas bouger, par exemple, qui vont canaliser directement le chien. Donc, on en était sur la balle, je crois, Mylène. Oui. On était sur même le marteau de Thor. Oui. On était sur la balle à corde pour renforcer que la balle excitait le chien. Donc, il fallait faire de l'obéissance avant. Est-ce que tu veux qu'on parle d'autres points puisque c'est la thématique de ce podcast ou de cette vidéo? Rappel, est-ce qu'on doit parler d'autre chose? Alors, moi, je voudrais juste vraiment insister sur le fait que pour maximiser nos chances d'avoir un bon rappel, il faut créer du lien en fait avec son chien. Je vois tous les jours des gens qui promènent leur chien en liberté ou en longe et qui sont sur leur téléphone ou qui... Ça, on le fait tous. On le fait c'est pas tous, grave. bien sûr. Mais alors, je dis pas qu'il faut pas le faire totalement. Mais la balade du chien, ça doit être aussi un moment où lui, il doit kiffer et ça doit être un moment où on doit aussi apprécier ce moment-là. C'est un moment d'échange avec son chien et c'est important de créer du lien, créer de la relation par le jeu, en jouant, en luttant, en faisant des petits exercices de cache-cache. Et rien que ça, en fait, le chien va se dire « Ah, mon maître est intéressant. J'ai envie de partager des choses. » Et ça va démultiplier le focus. Et puis, c'est tellement un super moment, après une journée de boulot, de se prendre 3/4 d'heure, 1 heure, d'aller balader son chien et d'avoir ce moment-là seul avec son chien où on va... profiter de lui finalement. Yes. Alors attention, je veux pas que vous pensiez tout de suite moi Vincent, j'ai pas ces 3/4 d'heure, 1 heure, aucun souci. Oui, bien sûr. Adapte-toi en fonction de ton emploi du temps et on le sait tous, notre emploi du temps, il fluctue à tout le monde. On le sait que parfois tu as plus de temps, parfois tu as moins de temps, parfois tu as la tête à ça, parfois tu n'as pas la tête à ça. Donc, te mets pas la pression. D'accord? Te mets pas la pression, tombez pas dans le piège de il faut un chien parfait, il faut que je m'y implique tous les jours, il faut que je fasse les exercices tous les jours. Non, c'est comme le sport. On a des phases où on va faire un peu de sport, on a des phases où on en fait moins, on a des phases où on va mieux manger, même moins manger. Te mets pas la pression du moment que tu essayes de faire ce qu'il faut pour toi et que tu fais aussi les choses pour ton chien. Donc même si tu te dis Vincent, moi j'ai eu que 10 minutes et j'ai fait 10 minutes de longe, c'est génial, tu progresses, d'accord? C'est tout en fait. Et prends ton rythme, prends le temps. Mais nous, ce qu'on veut, on ne veut pas la perfection, on veut la progression. D'accord? Et quand on progresse en tant qu'être humain, la définition du bonheur par Tony Robbins, je ne sais pas si tu suis un peu tout ce qui est dev perso, coaching et tout ça, mais Tony Robbins, il dit que donc c'est l'un des plus grands coachs au monde, si ce n'est le plus grand coach au monde en performance, en mindset et tout ce que tu veux. Et Tony Robbins, il dit que la définition du bonheur, c'est le progrès. Et que quand on progresse, on est plus heureux, on est heureux, on évolue. C'est là où on n'a les pas légers, on sent léger, on saute partout, ainsi de suite. Donc, vise pas la perfection avec ton chien. Et c'est pas mais moi, Vincent, j'aimerais pouvoir passer de... J'ai un chien que j'ai jamais détaché, j'aimerais pouvoir le détacher et qu'il y ait 20 chiens autour et qu'ils reviennent tout de suite. C'est possible, mais pas demain. C'est comme si tu vas à la salle et que tu as 20 kilos de trop. C'est pas parce que tu vas faire 3 pompes aujourd'hui que demain, tu n'auras plus. D'accord? Vraiment, je veux qu'on arrête de tomber dans les mythes de
Tu fais ça une fois. Non, l'éducation d'un chien, c'est comme l'éducation d'un enfant. Ça prend du temps, c'est complexe parfois. En plus, il y a nos émotions. Des fois, on veut pas, on n'a pas envie. Le chien, parfois, nous prend la tête. On est jugé par les gens. Il y a des gens dans la rue qui peuvent... Bref, pour te comprendre qu'on n'est pas là pour te dire tout est beau, tout est magique, il y a juste ça à faire. Non, c'est une réalité. Et par contre, si tu t'impliques, je vais te dire une chose, c'est que l'éducation t'amènera mais tellement de joie, tellement de bonheur, tellement de liberté. Et tu vas kiffer de voir tes chiens ou ton chien en fait heureux, d'accord ? Parce que moi, il n'y a rien de plus beau pour nous quand on reçoit des messages ou des mails sur les réseaux sociaux de soit de notre communauté ou de nos membres ou nos clients qui font partie de nos formations qui nous disent avant ça, c'était impossible. Et maintenant, j'ai pu partir en vacances au restaurant et on voit la photo du chien en vacances où ils sont allés au restaurant, où ils ont enfin pu le détacher. Et si pour toi, juste avoir un chien que tu promènes en longe, et que quand il y a un chien, tu flippes, tu le rattaches en laisse, c'est suffisant pour toi, c'est OK. T'as pas besoin d'avoir un super chien de travail, de te dire « Oh, moi, j'ai pas le chien comme Vincent ou comme Rescue, obéissant. » On s'en fiche. On est tous différents, d'accord ? Donc, satisfais-toi de ce qui est important pour toi. Et si ton kiff, c'est juste te dire « Mais moi, Vincent, mon rêve, c'est juste que mon chien arrête d'aboyer parce que j'en peux plus. » OK, c'est juste ça, ça marche. Donc j'espère que ces messages pour vous faire un petit peu déculpabiliser, pour vous enlever la pression du maître et la pression de la société aujourd'hui sur les propriétaires de chiens et tout ce qui se passe, ça vous fait du bien. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots ? Et n'hésite pas, je parle beaucoup, donc n'hésite pas à me couper. Oui, il y a plusieurs choses qui me venaient en tête. Donc, par rapport aux promenades, effectivement, on n'a pas tous le même temps à allouer à la promenade de son chien. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la qualité de la promenade va souvent être plus importante que la quantité, finalement. Donc ça, c'est super important. On peut passer 20 minutes à jouer avec son chien, à le faire courir, à interagir avec lui, et que le chien, il rentre, il est calme, il est posé, il s'est éclaté, plutôt que d'être 1 heure où on va être, le chien va être en laisse, voilà, il va faire 3 pipis, et en fait, ça aura été ni sympa pour le maître, ni sympa pour le chien. Donc voilà, la qualité des promenades, pour moi, ça prime sur la quantité. Et moi, la première, j'ai beau promener mes chiens 2 fois par jour, des fois, on a des moments où on n'a pas envie, on est fatigué. Le dimanche, j'avoue, je suis un peu en mode tranquillou, et des fois, le dimanche soir, on squeeze un peu la balade, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le lendemain, ils savent qu'ils auront leur balade, et c'est pas pour ça que mes chiens sont malheureux. Ils attendent le moment de la balade, ils voient que ça vient pas, c'est pas grave. C'est pas comme si tous les jours tu devais aller au cinéma avec tes gamins, quoi. Et c'est pas parce que tu leur fais pas faire une activité à tes enfants que d'un coup ça va être la fin du monde. Et voilà, attention, on ne dit pas qu'il ne faut pas promener un chien, et tout est relatif. Il y a des gens qui ont des grands jardins et c'est OK, même si parfois pour moi le jardin n'est pas forcément suffisant, puisque, écoute bien cette punchline, si tu aimes cette punchline, c'est pas la taille du jardin qui compte, c'est ce que tu fais avec ton chien dans le jardin. Parce que nous, on a des chiens qui fuguent alors qu'ils ont un immense jardin, et des chiens qui sont ingérables alors qu'ils ont un immense espace. Donc la clé, c'est pas de se dire cool, j'ai un grand jardin, je m'occupe pas de mes chiens. Et on est appelé parfois sur des chiens qui sont hyper problématiques alors qu'ils sont un jardin et que les maîtres les promènent pas. Donc c'est ce que tu fais avec ton chien dans le jardin qui compte, d'accord ? Bien sûr. Maintenant, alors on parle de plein de choses au niveau du rappel. Mylène nous parle de la qualité, donc ça c'est énorme et c'est tellement important comme tu l'as dit. Juste une balade de 20 minutes où il y a tout dedans, c'est plus puissant que 3 heures de balade en laisse. Et on est d'accord que vous l'avez déjà tous remarqué avec votre chien, que quand vous faites une balade où votre chien est épuisé, comment il est après ? Il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus facile. Et là, j'adore, puisque les gens disent « Ah, il tire comme un gueudin à l'aller !» et au retour, il tire plus. C'est normal, tu lui as donné à ton chien ce que lui, il veut. C'est ce que j'ai appelé la formule du chien têtu et la formule du chien bien éduqué. La formule du chien têtu, qu'est-ce que c'est ? C'est que nous, en tant que maître, et c'est humain, on éduque un chien comme un enfant. On fait de l'anthropomorphisme, on se dit que c'est un enfant, donc je vais l'éduquer comme un enfant. Je vais lui gueuler dessus, je vais m'énerver, je vais crier. Et d'un autre côté, on va donner au chien, pas ce que lui il veut, mais ce que nous, on veut recevoir. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on prend un chien ? On prend un chien pour de l'amour, de l'affection et des câlins. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à un chien ? De l'amour, des câlins et de l'affection. Sauf que ton chien, lui, il vit pas sur la planète des humains. Bien sûr qu'il a besoin d'amour, de câlins et d'affection, mais pas autant que nous. Lui, il vit sur la planète chien. Et nous, on va donner 90% d'amour. Et sauf que 90% d'amour, c'est très bien, mais ça ne laisse plus que 8% pour de l'exercice. Donc, ce qu'on appelle la vieille promenade pipi, puisque malheureusement, pour beaucoup de maîtres, c'est la promenade, bien sûr, c'est ça, une fonction éliminatoire.
Et il nous reste ensuite plus que 2% de discipline. Et la discipline, c'est apprendre à ton chien à t'obéir, apprendre à ton chien les règles et à lui apprendre ce qui est autorisé, ce qui est interdit. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, je comprends pas, il m'écoute pas, j'ai beau dire non, j'ai beau le gronder, et ainsi de suite, il continue. C'est normal, avec cette formule-là du chien têtu, 90% d'affection, 8% d'exercice, 2% de discipline, ça peut pas marcher. Parce que c'est ce que nous, on donne à notre chien. Maintenant, je vais te donner cette image, c'est comme si dans ta voiture, à la place de l'essence ou du diesel, tu mettais de l'eau. Forcément, la voiture, elle va pas marcher, d'accord ? Donc maintenant, on va voir ce que ton chien a besoin. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est César Millan. Et César Millan, il appelle lui la formule de l'épanouissement. J'ai préféré l'appeler maintenant la formule du chien bien éduqué et heureux, évidemment. Eh bien, il parle que la première des choses qu'on doit donner à un chien, c'est 40% d'exercice. Un chien a besoin de courir, un chien a besoin de se dépenser. Évidemment, cet exercice va varier si tu as un bichon, que si tu as un Saint-Bernard, que si tu as un braque allemand, par exemple. D'accord ? Donc ça, comprenez-le. L'exercice, c'est quoi ? C'est des dépenses physiques, mais aussi des dépenses mentales. Nous, en tant qu'être humain, on va se dépenser physiquement. C'est pour ça qu'on va à la salle, c'est pour ça que tu fais du tennis, c'est pour ça que tu fais du vélo. On se dépense physiquement. Mais qu'est-ce qu'on fait tous, ou majoritairement tous le soir ? On va se dépenser mentalement. C'est pour ça qu'on va regarder un film, Netflix, on va lire un livre, peu importe, d'accord ? Maintenant, ton chien a besoin des deux. Ne faire que des dépenses physiques, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, c'est qu'on rend le chien plus endurant, d'accord ? Et on ne lui apprend pas à se calmer. Alors, c'est très bien, mais il faut aussi lui apporter des dépenses mentales. Mimi, comment est-ce qu'on apporte des dépenses mentales à un chien ? Alors, les dépenses mentales, la première des choses pour dépenser mentalement un chien, c'est lui faire travailler son odorat. Donc, tout ce qui va être exercice de pistage, alors de recherche. Au départ, on peut travailler soit avec des friandises, mais on peut travailler aussi avec du jouet. Le faire chercher avec son odorat, puisque tout ce qu'il va sentir, il va devoir les analyser. Donc, il y a un vrai exercice mental de la part du chien pour pouvoir retrouver ce qu'on lui aura caché. Ça, c'est la première des choses. Mais après, ça, c'est pour le côté ludique, mais tout ce qui va être exercice d'obéissance, c'est de la dépense mentale aussi, puisque le chien doit analyser l'action qu'on lui demande de faire et il doit l'exécuter. Il doit se concentrer. Et il doit se concentrer. Et à partir du moment où on a travaillé les ordres d'obéissance, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir muscler en plus le cerveau du chien, puisqu'on va pouvoir enchaîner différents ordres, et là, on augmente encore la réflexion du chien. Donc, mentalement, c'est super riche, et la dépense mentale, c'est pratiquement 3 fois plus fatigant pour un chien que la dépense physique. Yes, regardez-le, si vous faites une séance d'éducation canine, peut-être que, comme beaucoup, vous nous écoutez, vous êtes allé voir un éducateur, un club canin, après une séance d'éducation canine, votre chien, il est cuit en fait. Pourquoi ? Parce qu'il s'est concentré énormément. Pour beaucoup, je prends souvent cet exemple, c'est un court-court, on tourne en carré ou en rond, assis, couché. En soi, en termes d'exercice, il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'exercice et de dépenses physiques. Mais mentalement, le chien est épuisé. Maintenant, autre tips aussi important sur les dépenses mentales, utiliser des jouets d'occupation. Donc typiquement, nous, c'est pour ça qu'on propose sur le shop EducDog, on propose une mangue ou un ananas à mastiquer, où on met plein de friandises dedans ou de la nourriture pour que ton chien s'amuse à le pousser et donc va se stimuler mentalement. Et aussi, tous les jouets que ton chien peut mâchouiller, c'est pour ça qu'on propose par exemple un os en bois d'olivier pour que ton chien le mâche, ou n'importe quel jouet. Tu peux trouver des pines de pain, tu peux trouver des bâtons ou n'importe quel jouet que ton chien aime détruire. Pourquoi les chiens font ça ? En mâchant, ils se dépensent aussi mentalement. Et ce qui est cool avec ça, c'est que nous, on n'a rien à faire et c'est le chien qui se dépense lui-même. Donc voilà, c'est des activités que vous pouvez faire pour dépenser votre chien directement mentalement. Donc ça, sur la formule du chien bien éduqué, c'était les 40% d'exercice. C'est la première des choses dont un chien a besoin. D'ailleurs, nous, sachez-le, plus on a un chien compliqué, dangereux, difficile et puissant, je te donne un exemple, Canet Corso, forcément, plus le gabarit d'un chien est gros, plus c'est dangereux pour la cible, la personne ou le chien qui peut mordre. Si on a un chien qui est niveau d'énergie 4, énorme gabarit, aucune obéissance, le chien incontrôlable, tu t'imagines bien que c'est un danger, ce chien-là. Et c'est extrêmement dangereux pour les maîtres et extrêmement dangereux pour tout ce qui s'approche. D'accord ? Et je vais te partager directement une anecdote. C'était Gélios, un Canet Corso de 7 ans. Et Johan est venu nous voir en stage. Et je l'accueille au portail au centre canin, je lui serre la main, et à peine le temps que j'ai le temps de lui serrer la main, d'ailleurs son chien était encore dans le coffre puisqu'elle flippait tellement qu'elle n'osait pas sortir son chien était agressif congénère, et elle me dit: Vincent, si après le stage de 5 jours il est encore agressif, le lendemain on va l'euthanasier.
Donc imagine le stress pour nous, c'était hallucinant. Moi j'étais là, waouh, on va devoir tout donner. Et pourquoi elle nous dit ça? On était les 8e éducateurs. Imagine, elle avait vu 7 éducs avant nous, le chien continuait d'agresser. Donc on avait un chien, niveau d'énergie 4. On avait un chien gabarit 65 kg, le Canet Corso, un chien de 7 ans. Donc ça fait pas 2 jours que le chien est agressif. Pas d'obéissance, pas d'exercice. Donc est-ce qu'à ton avis, ce cas est un cas compliqué, difficile et dangereux? Oui. Et dans sa tête, elle se disait, moi, je veux juste qu'on arrête qu'il soit agressif. Donc, elle se dit quoi? Je veux l'astuce pour qu'il arrête d'être agressé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'astuce à ce moment-là, il y a tout à reprendre. C'est comme si une maison qui va s'effondrer, c'est pas, tiens, je vais juste mettre de la peinture sur les murs et elle va tenir. Non, il faut reprendre toutes les fondations. Donc, nous, très souvent, la première des choses qu'on fait, exercice en fait, puisque typiquement ces types de chiens-là, les chiens agressifs, c'est votre quotidien. Vous vous promenez à 5h du mat le matin, à 23h le soir, vous évitez tout le monde et votre chien est quasiment tout le temps en laisse ou vous forcez, et ça tant mieux, à aller dans des endroits où il n'y a personne pour le balader en longe. Mais nous, la première des choses qu'on a pu faire avec Gelio, c'était de la longe pour qu'au moins que le chien évacue. Deuxièmement, ensuite dans la formule du chien bien éduqué, il n'y a pas que de l'exercice, puisque l'exercice seul, ça peut rendre dangereux. Je te donne un exemple, quelqu'un qui ne sait pas se contrôler et qui fait que du sport tout le temps mais qui ne sait pas se contrôler, qui a des crises de colère et qui ne sait pas se contrôler, c'est quelqu'un qui peut être dangereux. Et c'est comme ça que des gens vont commettre des crimes ou vont malheureusement tuer des gens. C'est pas un problème qu'il a fait suffisamment de sport. C'est un problème que le gars doit apprendre à se contrôler lui-même et donc ça c'est ce qu'on appelle la discipline. 40% d'exercice, 40% de discipline. Et la discipline, qu'est-ce que c'est? Il faut mettre en place la hiérarchie. Et il faut mettre en place l'obéissance. Donc, il faut apprendre au chien à obéir. D'accord? Et troisièmement, on apprend directement des interdictions pour que le chien s'arrête de faire. Là, en général, quand je dis ça, c'est quoi l'interdiction? La seule chose que je peux faire pour qu'il arrête de sauter? Non, tu n'as pas compris. 40% d'exercice, fais des promenades en longe, fais des promenades de qualité, stimule-le mentalement, apprends-lui l'obéissance, mets en place la hiérarchie et ensuite tu vas pouvoir mettre de l'interdiction en utilisant des sanctions. Mais les gens, dès qu'on dit sanction, ils sont là, je veux la sanction, le truc magique pour qu'ils s'arrêtent de le faire. Ouais, mais tu pourras sanctionner ton chien comme on le voit, il y a un nombre de gens qui mettent leur temps à mettre des saccades dans tous les sens et le chien continue de tirer ou peu importe. Si derrière il n'y a pas les fondations, tu pourras avoir une voiture où il y a un moteur dedans et vouloir conduire dessus, mais s'il n'y a pas les pneus par exemple, où il n'y a pas de volant, il suffit qu'il manque un élément et la voiture elle peut pas marcher. Donc c'est un ensemble l'éducation d'un chien. Et donc Gelios, qu'est-ce qu'on a fait après? On a mis en place de l'obéissance. Ok, quand je dis assis, je veux que tu t'assoies. Quand je dis coucher, tu te couches. Quand je dis pas bouger, tu bouges pas. Et on commence à avoir un contrôle sur le chien, on met une structure. Et ensuite, on commence à mettre des interdictions, à sanctionner les mauvais comportements, mais c'est un ensemble pour ensuite réapprendre directement au chien. Donc, formule du chien têtu, 90% d'affection, 8% d'exercice, 2% de discipline. Maintenant, de l'autre côté, formule du chien bien éduqué, 40% d'exercice, 40% de discipline et 20% de câlin. Voilà, d'affection. Mais là, attention, je sais tout de suite ce que vous êtes en train de vous dire. Ça veut dire beaucoup, que je vais moins donner d'affection voilà. et de câlin, mon chien. C'est faux. Premièrement, on est d'accord que si tu as un chien qui est infernal, ingérable et qui fait n'importe quoi, est-ce que l'affection et l'amour que tu lui donnes, c'est le même que si tu as un chien qui est bien éduqué, calme et que tu peux emmener partout? Non, on est d'accord que l'amour sera différent. Donc c'est pas moins donner d'amour, c'est lui en donner mieux, d'une meilleure qualité, le niveau d'amour sera renforcé et c'est savoir quand lui donner. Puisque donner de l'affection à ton chien quand il fait n'importe quoi, je sais qu'au fond de toi, tu vas être tendu, tu vas être énervé, on est comme ça, alors que quand on a un chien qui est calme, on l'aime encore plus et on lui donne encore plus d'amour. Et après, on va fluctuer sur ces pourcentages-là. D'ailleurs, est-ce que ça vous plaît qu'avec Mylène, on synthétise autant et qu'on soit concret? On n'est pas là pour parler, mais on vous donne des vrais concepts. Et on vous explique également la méthode EducDog, ce qu'on a développé depuis toutes ces années, pour que ce soit le plus facile possible pour vous et que vous compreniez mieux votre chien et que vous puissiez encore plus kiffer avoir une belle vie. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Moi, j'ai kiffé cet épisode. Je sais pas toi. Ouais, c'était sympa. Yes. Ouais, j'ai bien aimé. Oh, c'est cool. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires aussi. Quelle autre thématique vous voulez qu'on aborde? Si ce format vous plaît, que ce soit en podcast ou directement en vidéo. Moi, j'ai vraiment kiffé. Il y a juste un dernier truc avant de vous quitter que je veux qu'on parle. Je sais qu'on n'a pas parlé de rappel en présence de stimuli. Vous inquiétez pas, c'était juste le premier. On a parlé de la base du rappel. Encore une fois, dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez. S'il y a beaucoup de demandes et tiens, la thématique
qui va obtenir le plus de likes dans les commentaires sera un des épisodes qu'on fera, puisque on veut écouter notre communauté et on veut vous satisfaire, donc c'est vous qui décidez. On n'a pas parlé d'une chose, Mylène, qui est comme 80% des gens aujourd'hui. J'ai un chien, je veux... Ok, Vincent, c'est super. Ok, Mylène, c'est super. Je veux le faire courir, mais j'habite en ville. Qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'achète pas de chien quand on est en ville, non? Je rigole. Non, bien sûr. Il y a toujours des solutions. Quand on est en ville, il y a quand même toujours un espace vert, de plus en plus. Vous trouvez des espaces verts, il y a même des parcs à chiens. Il y a d'autres façons aussi. Vous êtes peut-être sportif, vous faites peut-être du jogging, vous faites peut-être, je sais pas, du vélo. Il y a plein de façons. Vous pouvez faire toutes ces activités-là avec votre chien. Il y a des équipements qui existent pour faire du canicross, des exercices qui existent pour faire du cani-VTT. Donc, ça peut être sympa de faire votre sport avec votre chien. Et puis ensuite, il faut pas hésiter à prendre la voiture ou le transport en commun et puis aller dans un endroit où vous aurez de l'espace pour promener votre chien. Encore une fois, il y a des espaces verts partout. Il faut juste dénicher les bons endroits, les places sympathiques, ombragées, où il peut y avoir aussi un petit cours d'eau pour l'été. Encore une fois, c'est une question de bonne volonté. Alors attention, c'est pas au quotidien, ça peut être compliqué. On peut se contenter d'une petite balade dans le quartier, dans un endroit un peu sympa, même un parking de supermarché où on peut lâcher son chien en longe, par exemple. Mais voilà, pensez aussi à aller chercher des endroits beaucoup plus spacieux, ponctuellement, les week-ends, de façon à ce que vous puissiez proposer à votre chien des promenades différentes. Changer de lieu aussi, c'est important. Changer d'endroit, parce que le chien, il s'habitue et puis quelque part, il en fait aussi son territoire. Voilà, donc même vous, c'est aussi sympa de trouver des lieux sympas de balade, rencontrer d'autres personnes, rencontrer des promeneurs avec leurs chiens, socialiser. Donc il y a toujours des solutions, même en ville, et je crois même qu'elles sont peut-être même plus importantes en ville, parce qu'on offre de la diversité à son chien en fait. Yes. À la campagne, c'est la campagne, c'est les champs, c'est la forêt. Il n'y a pas de stimuli, il n'y a rien. Très peu, voilà. Ok, alors je vais donner d'autres conseils par rapport à la ville et je dois aussi terminer l'histoire sur Gelios, puisque on vous a pas dit la finalité, ne vous en faites pas, j'y reviendrai. Donc, au niveau quand tu es en ville, si tu peux pas compenser parce que t'as peut-être pas d'espace vert et on est ok avec ça, nous notre but c'est de t'aider. Et je vais t'inviter à augmenter les jeux, d'accord? Comme on t'a dit, on t'a donné plein d'astuces, donc augmente les jeux à la maison, dans l'appartement ou si t'as un jardin, dans le jardin, donc joue plus avec ton chien. D'accord? Numéro 1, avec un tug ou simplement vous courir après ou te pousser, faire la bagarre. Ouais, tout ça, ça va dépenser ton chien. Numéro 2, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu peux aussi utiliser des jouets à mastiquer, des jeux d'occupation, des jouets à mastiquer, ça va énormément l'aider pour qu'il se défoule encore plus. Numéro 3, des jouets pour stimuler son olfaction, la truffe, le fait qu'il renifle. Donc amuse-toi par exemple à la maison, c'est la planque et ça c'est génial ce type d'exercice. Tu es sur le canapé en train de regarder Netflix ou la télé et tu jettes des friandises absolument partout pendant tout ton film, un coup à gauche, un coup à droite, un coup... T'as rien à faire, tu prends un bol de chips ou ce que tu veux et un bol de friandises, attention à pas inverser les deux si tu regardes ton film, et t'as juste à jeter une friandise, rien que ça, je te jure, tu fais ça. Premièrement, est-ce que vous kiffez pas ce genre d'exercice où cool, nous, en termes de mètres, ça ne nous fait aucun effort et tout le monde est capable de le faire? Ça va faire que ton chien aura bien meilleur focus parce que d'un coup, il va aller chercher la friandise, il va revenir vers toi et si tu fais ça tous les jours ou le plus régulièrement possible ou simplement quand tu veux, ça va le stimuler, ça va le dépenser physiquement, ça va le stimuler mentalement et tu verras qu'il aura un meilleur focus, tu auras un chien plus calme, un chien plus obéissant, un meilleur appel et au final ça va en découler. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Autre solution, tu peux faire aussi de l'obéissance à la maison. Fais des petites séances de 5-10 minutes, assis, couché, tourne, donne la patte, pends tes morts, tout ce que tu veux, pas bouger, tu vas le stimuler. Donc ça, tu vois que tous ces conseils, tu peux les appliquer directement à la maison, d'accord? Maintenant, quoi faire à l'extérieur? À l'extérieur, tu vas pouvoir faire de l'obéissance, tout simplement. Plus d'obéissance pour pouvoir le stimuler, afin que même à l'extérieur, s'il ne peut pas se dépenser physiquement, tu peux contrer ça en les dépensant mentalement. Et tu peux aussi faire un petit peu de jeu. Ok, tu es sur un trottoir, tu sors pas un tug, c'est peut-être un peu trop long, mais un marteau de Thor, par exemple, et vous jouez à la bagarre. Tu lui laisses la balle, tu la récupères, il est en laisse. Voilà, trouve des alternatives pour que ton chien puisse se dépenser. N'oublie pas, plus son niveau d'énergie est haut, niveau 1 bas, niveau 2 normal, niveau 3 élevé, niveau 4 très élevé, plus tu vas devoir le dépenser physiquement et mentalement et faire de l'obéissance aussi. Voilà pour ces petits tips en ville. Maintenant, l'histoire
Et la fin sur Gélios et Johan, eh bien, après nos 5 jours de stage, puisqu'en plus de proposer des formations en ligne pour t'apprendre à éduquer ton chien, des formations éducateurs canins, on fait aussi des stages, puisque forcément, en ligne et en vidéo, ça a ses limites. Donc, on fait des stages de 5 jours dans notre centre canin à Montpellier. Eh bien, à la fin des 5 jours, résultat final sur le dimanche, puisque nos stages étaient à l'époque du mercredi au dimanche, maintenant c'est du mardi au samedi. Eh bien, à la fin des 5 jours, Mylène, je te laisse raconter. Donc, le dernier jour, on a notre sacro-sainte garderie. Donc, c'est quoi une garderie ? Alors, la garderie, c'est le moment social pour les chiens. Donc, sur notre plus grand terrain, eh bien, on lâche les chiens. Donc, le terrain est clôturé. On lâche les chiens et on les laisse jouer, courir, interagir entre eux. Et c'est le moment de vérité, en fait. Voilà, c'est l'examen final. Petite précision, Gélios, après 7 éducateurs, ne pouvait toujours pas à la vue, il voyait un chien, premièrement, elle le promenait en laisse et en muse, et là où il n'y avait personne, et dès qu'il voyait un chien, il continuait de déclencher après 7 éducateurs. Si tu fais le calcul, 7 éducateurs à 500 € les 10 séances, premièrement, ça veut dire que Johan a fait 70 séances, pour que certains d'entre eux lui disent, il n'y a pas de solution, ou il faut faire que du assis et du coucher, ou il faut jeter des knackis partout, ou à l'inverse, il faut mettre un collier électrique. Attention, quand ça marche, continuez. Parce que chaque chien va être différent et chaque maître va être différent. Il ne faut pas condamner. Il y a des gens qui appliquent la méthode classique. Je n'ai rien contre ça. D'accord ? Du moment qu'ils ne traumatisent pas leur chien. Et il y a des gens qui font ça. Je n'ai rien contre. Il y a des gens qui sont ultra positifs et j'ai rien contre ça. À partir du moment où c'est bon pour le chien, on a un chien qui est heureux, un maître qui est heureux et pas tomber dans le piège de « Ah oui, mais j'utilise ça. » et non, si ça ne résout pas les problèmes, c'est que ça ne marche pas. Nous, on est en semi-positif. On utilise des récompenses et des sanctions. Attention, on ne va pas à l'extrême non plus sur les torcatus et ainsi de suite ou les électriques. Mais on sait faire la part des choses puisque chaque chien est différent. Je ne sais même plus pourquoi je disais ça. Ah oui, qu'après 7 éducateurs, le chien continue encore à déclencher. À la vue. Et donc nous, à la fin de ces 5 jours, le chien a pu être sans muselière et sans laisse dans un enclos avec 20 chiens. C'est ça. Et donc là, ce qui était fabuleux, c'est qu'on a vu Johan et son mari qui étaient en larmes parce qu'ils avaient réussi. Et l'image était tellement merveilleuse où ils se regardent dans les yeux, ils détachent le chien. Alors attention, on est vigilant puisque d'un coup, le chien peut partir. Donc nous, notre but, c'est de faire réduire les comportements d'agressivité. Et attention, c'est pas cool, je viens en stage une fois pendant 5 jours, j'ai plus rien à faire après. Puisque nous, notre but, c'est de te former en fait. C'est de t'apprendre au maître à faire les choses. Si tu fais pas les choses, tu n'auras pas les résultats. Pas d'action, pas de résultats. Aussi simple. Et c'était trop beau de voir Johan et son mari en larmes, qui sont pris dans les bras, ils se sont dit on l'a fait, ça y est, on y est arrivé. Et c'était absolument magique. Donc un gros big up à Johan et Gélios. On vous embrasse si vous regardez cette vidéo. Ma chère Mylène, on va terminer ce premier épisode, ce premier podcast de l'éducation canine by EducDog. Si tu as envie de dire un petit mot à notre audience, la communauté. Bien sûr. Alors, première des choses, ne stressez pas, il n'y a pas de chien parfait, il n'y a que vous qui pouvez déterminer quel est votre idéal de chien. Donc encore une fois, ne vous mettez pas la pression, on n'attend pas de vous que vous ayez un drogon, que vous ayez un chien hyper carré. Le principal, c'est d'avoir le chien qui vous convient, le chien avec lequel vous prenez du plaisir. Et puis la limite, c'est quoi ? C'est dès qu'il y a des comportements qui vous gênent un petit peu, c'est là où vous devez savoir que là, je dois encore travailler tel ou tel comportement. Une fois que tout est carré, même si c'est pas le chien hyper au pied et tout, mais si ça vous convient, c'est que vous avez un chien éduqué comme vous l'entendez. Donc on se met pas de pression là-dessus, première des choses. Et puis un petit conseil aussi sur Vincent en a parlé, le niveau d'énergie. Bien sûr qu'aujourd'hui on choisit un chien en fonction de sa race. C'est souvent le critère de beauté qui va faire qu'on va choisir telle ou telle race. D'ailleurs on le voit, il y a toujours des phénomènes de mode. En ce moment on a beaucoup de bergers australiens, beaucoup de border collies, le malinois aussi victime de son succès, etc. Bien sûr qu'on peut choisir son chien par rapport à l'esthétique, mais encore une fois, dans une seule et même race, vous avez différents tempéraments. Il y a la race, mais il y a l'individu. Et si vous allez chez un éleveur pour aller choisir un chiot d'une race que vous souhaitez, demandez à l'éleveur le niveau d'énergie des chiens de façon à ce que vous ayez un chien qui soit adapté à votre rythme de vie. Parce que sinon, comme l'a dit Vincent, vous allez aller au-devant de gros problèmes. Alors déjà, l'éducation d'un chien, c'est des choses à prendre en conséquence. Il va falloir
du temps, de l'énergie pour éduquer votre chien. Mais si en plus vous partez avec un niveau d'énergie très haut et qui vous correspond pas, bah là vous partez déjà avec une épine dans le pied. Donc soyez conscient de ça pour pouvoir profiter de votre chien tout au long de sa vie, de votre vie aussi avec lui. Alors attention, ne foutez pas la panique à l'éleveur, puisqu'il y a pas mal d'éleveurs qui vont pas connaître les 4 niveaux d'énergie. Si l'éleveur ne le connaît pas, vous dites juste « je veux un chien calme ». D'accord ? Donnez-moi un chiot qui est le plus calme posé, qui est tranquille. D'accord ? Attention à l'inverse, ne choisissez pas le chiot qui est le plus craintif à l'opposé, qui est dans le fond. Parce que lui, c'est un chien qui est inhibé, c'est un chien qui va être très craintif. Si c'est ce type de chien que vous voulez, prenez-le. Mais sachez-le que nous, en tant qu'humains, on va vouloir soit prendre le premier qui arrive parce que c'est l'élu, sauf que souvent lui c'est le plus confiant et qui peut avoir le plus haut niveau d'énergie, ou le petit dernier caché qui tremblote et tout ça, on va avoir de la peine, on va le prendre. Sachez que ces deux-là, c'est souvent soit beaucoup trop d'énergie ou à l'inverse trop craintif, donc soyez simplement conscients, voilà, tout simplement. Mimi, merci pour tes conseils. Merci à toi, Vincent. Yes, c'était un réel plaisir. Perso, j'ai grave kiffé ce format-là, puisque on peut parler de tout. Là, c'est en plus ciblé sur une thématique. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours de la communauté, puisqu'on fait ça pour vous, les éduc-doggers. Vous pouvez directement télécharger sous cette vidéo. Vous allez avoir accès à tout ça. C'est 100% gratuit. C'est pour vous, les éduc-doggers. T'as qu'à cliquer sur le lien sous la vidéo et rentrer ton adresse email. Voilà, c'était vraiment un kiff. J'ai hâte de voir la prochaine thématique. Soit qu'on décide, soit que vous allez décider dans les commentaires. C'est vous qui votez, n'hésitez pas à liker la thématique que vous plaisez, comme ça, ça nous permet de vous proposer du contenu que vous aimez. On se retrouve prochainement dans l'éducation by EducDog. On l'oublie pas, EducDog, c'est 2 choses. On n'éduque pas un chien, on... L'éduc-dog. Et EducDog, l'éduquer, ça fait beaucoup d'EducDog. Et on ne l'oublie pas, l'éduquer, c'est... L'aimer. L'aimer, salut à tous. On n'éduque pas un chien. On l'éduque-dogue.